Bonjour, bonjour tout le monde. Donc je suis très heureux de vous présenter ça. J'espère que vous voyez de belles choses sur le salon. Moi, c'est le cas, en tout cas. Donc, je me présente, Tuc Dual Alain. Je suis gérant de la société Équipe Ingénierie. Euh, donc, on va. Hein, ouais, on va parler du bâtiment passif. Notamment la notion de coût global, coût de construction, coût d'utilisation, comment faire pour optimiser un bâtiment performant énergétiquement parlant, et à la fin sur la partie bilan carbone global aussi, et puis un petit focus sur la construction. Voilà. Présentation attente. Je voulais savoir un petit peu parmi cette salle immense, qui est du métier du bâtiment, principalement. Vous? Ouais. Des particuliers? Non? Oui. Ouais, tout à fait. Non, c'est juste pour savoir un petit peu. Ok. Et les autres, vous êtes industriel? Ok. Tertiaire? On s'est vu tout à l'heure. Ok. Industriel aussi. Ok, ça marche. Euh, donc on va parler, il y a trois petites études de cas. Une maison individuelle, un logement collectif et un tertiaire, sachant que le tertiaire fonctionne très bien aussi pour la partie industrielle, enfin bâtiment industriel. Voilà. Donc voilà, c'est le type de projet que l'on fait. On a un stand à côté. On fait vraiment tout sur tout type le passif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut le faire sur. On travaille sur toute la France. Voilà. Donc j'ai entendu. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ça? Non? Je demande toujours parce que. On sait jamais. On verra à la fin. Les enjeux. Donc un petit rappel rapide sur les enjeux du changement climatique. Où effectivement on peut raconter ce qu'on veut, mais il y a un vrai, il y a un vrai changement. Nous on le voit, puisqu'on calcule nos bâtiments en fonction de la météo locale sur les 20 dernières années. On vient de bouger l'année dernière toutes les stations, donc on a bougé de 10 ans. Et en France, clairement, on s'est pris plus quasiment 1 degré en 10 ans, en moyenne. Ça, c'est les différents scénarios. Pour être clair, on est plutôt entre le orange et le rouge. Voilà, on sera entre 2,5 et 3,5 degrés dans la continuité de ce qui va se passer. Ce qu'il faut vous donner un ordre d'idée, c'est que Paris, grosso modo, aura un climat de Toulouse. Voilà. On travaille beaucoup sur le CO2, à la fois sur la partie énergie et sur la partie bâtiment. Parce que le CO2 a une particularité, lorsqu'on le met dans l'atmosphère, c'est les courbes d'élimination de différents gaz. Le CO2, c'est le gris. C'est qu'en fait, il descend assez rapidement, il est absorbé par les arbres, la mer, etc. Mais par contre, après, il est absorbé très lentement sur une très longue période. C'est-à-dire qu'au bout de le kilo de CO2 que vous émettez dans l'atmosphère aujourd'hui, dans 500 ans, il y en aura encore 360 grammes. Ouais, il y aura encore quasiment 40% du CO2 que vous allez émettre aujourd'hui. Dans 500 ans, il y sera encore. Donc en fait, il y a une vraie urgence à ne pas accumuler le CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est un petit résumé des stations météo, donc des décalages des 10 ans. Il n'y a qu'une ville qui n'a pas de bol, hein, c'est Brest. Ils ont perdu 0,5 degrés, les pauvres. Enfin, je suis breton, donc je me permets. Mais globalement, il y a un vrai réchauffement assez inégal. Lyon, par exemple, c'est quasiment pris 2 degrés en 10 ans. C'est juste des moyennes sur 20 ans. Hein. On a pris 2000-2020, et avant c'était 90-2010. Voilà. Donc on a décalé de 10 ans, ce sont des moyennes. Et surtout, ce qu'on voit, c'est clairement ce qui arrive là cette semaine, c'est que c'est pas non plus totalement bien réparti dans l'année.
c'est que l'été, en fait, on se prend des températures encore plus hautes que l'élévation moyenne. Voilà. Bon, je passe. C'est rapidement l'enjeu du bâtiment. L'enjeu du bâtiment, c'est à peu près un tiers des émissions de CO2, tout confondu, industrie, tout, en France, dont une grosse partie donc, dans la consommation d'énergie des bâtiments et une autre 5% dans la construction. C'est 45% de toute l'énergie dépensée dans le bâtiment, enfin en France, tout compris, c'est le bâtiment. Plus que le transport, plus que les industries, large. Passif, c'est quoi, rapidement? Donc ça, c'est une petite blague. Le premier bâtiment passif, c'était un bateau. Un bateau polaire. Ils l'ont isolé, parfaitement bien isolé, étanche à l'air, avec un système de double flux déjà à l'époque, il faut imaginer en 1893. Ils avaient un poêle à bois à l'intérieur, et en fait ils l'ont viré, parce qu'ils ne servaient plus à grand chose. Voilà. Ils conservaient la chaleur en interne, ils étaient 30-40. Alors les conditions sanitaires, c'est pas les conditions sanitaires d'une habitation d'aujourd'hui, mais le concept était de conserver la chaleur à l'intérieur tout en ventilant correctement. Ça existe depuis 91, ça c'est le premier bâtiment qui a été construit suivant ce label, qui fonctionne toujours très bien d'ailleurs, toujours monitoré. Globalement, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est l'efficacité énergétique réelle. La plupart des conceptions se font suivant la réglementation, ce qui est normal, il faut respecter la réglementation, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que la réglementation n'est pas un calcul réel, mais de loin. Voilà. 30 à 40%, d'ailleurs 30 à 40% de différence entre la réalité et votre facture en fait. Ce que le calcul réglementaire va calculer, tous les diags, etc. C'est parfaitement connu. Hein. Sauf qu'on a tendance à concevoir suivant cette réglementation. Sauf qu'à un moment donné, quand vous recevez votre facture, vous ne comprenez pas très bien la différence qu'il y a entre j'avais un super calcul, mais en fait quand même j'ai une facture qui est pas donnée. Voilà. Donc le passif, c'est de la physique du bâtiment, tout simplement. On regarde comment ça fonctionne, on le modélise, et puis moi, à partir du moment où vous me donnez une surface de bâtiment, quelle qu'elle soit, je suis capable de vous dire le maximum que vous paierez en facture d'énergie, ça sera tant. Voilà. Parce qu'on doit obtenir un résultat au mètre carré. Donc c'est assez confortable de ce côté-là. La difficulté, c'est que il faut réellement le faire. C'est-à-dire, si je vous l'annonce, vous êtes capable de vérifier à la fin si ça marche ou pas. Voilà. Dans le calcul réglementaire, pas du tout. Je serai toujours réglementaire, mais comme c'est déconnecté du calcul réel, j'ai rien à rendre compte. Donc sur du passif, sur du logement, on est à peu près à moins 50, moins 60% par rapport à la RE20 qui vient de sortir là. Donc c'est à peu près 2 fois moins. En tertiaire, on est plutôt sur du moins 75%, parce qu'en fait, on peut quasiment supprimer toute la clim qu'on met dans du tertiaire classique ou de l'industrie. En termes de consommation et en termes de puissance, surtout. Un ordre d'idée, on a livré il y a 4-5 ans, 1600 m² de bureau à Saint-Nazaire. Il y avait une chaudière de maison individuelle dedans. Ouais, la petite chaudière murale qu'on voit chez soi dans sa maison, on l'avait mis, mais pour les 1600 m² de bureau. Donc on peut vraiment diminuer les équipements de façon drastique. On travaille énormément le confort thermique, principalement d'été. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais l'hiver, il n'y a pas de problème, il suffit de chauffer. Mais l'été, c'est plus complexe. Comment faire pour avoir du confort tout en ne dépensant pas d'énergie? Et la qualité d'air. On assure une qualité d'air en fonction du nombre de personnes qu'on a à l'intérieur. Donc nous, on travaille beaucoup sur que ce soit réalisable, économique et surtout reproductible. Voilà. On va parler co-global. Là, je passe, c'est simplement, si vous revenez dessus, vous avez les liens vers les sites. Donc la maison passive internationale, la France. Ça c'est génial, c'est une base de données de bâtiments dans le monde entier. Donc c'est quelques exemples, donc il y a vraiment de tout. Hein. C'est pas juste la boîte, la boîte Thermos. Tout ça, c'est des bâtiments passifs certifiés dans le monde entier.
C'est des amis, je fais la pub. Voilà, désolé. Ils sont géniaux, les bouquins. Si vous voulez aller là-dedans, on comprend ce que c'est. Que ce soit professionnel ou perso, c'est une mine de renseignements extraordinaire. Notion de coût global. Alors, faire des bâtiments performants, tout le monde sait le faire. Il faut être clair. Vous me donnez 3 000 € du mètre carré, je vous fais un super truc et tous les bureaux d'études, tous les architectes vont vous le faire. La difficulté, c'est comment rendre un bâtiment intéressant, reproductible, avec des moyens limités. Voilà. Donc on va en parler un petit peu. Donc la notion de coût global, typiquement, on n'arrête pas de vous dire, effectivement, plus on isole, plus on met des solutions qui font économiser de l'argent. C'est intéressant pour l'environnement, c'est intéressant pour votre porte-monnaie, sauf que personne ne le fait. Donc faut être sincère. Le passif, c'est un calcul économique avant tout, économique et écologique, c'est les deux. Mais les deux sont liés parce que les deux sont liés à l'énergie. On comprend bien que si on fait un bâtiment vers le début de la courbe, hyper performant, on va avoir des coûts très hauts, des coûts d'énergie très faibles, mais en coût global, ça n'a pas de sens de mettre 60 cm d'isolant partout, quoi, à moins d'être en Arctique. A l'inverse, un bon vieux bâtiment des années 70, non isolé, ok, ça coûte pas très cher, mais alors en coût d'énergie, ça va coûter très cher. Donc quand on fait son coût global sur 30 ans, ça a un coût énergétique aussi très élevé. L'idée du passif, c'est de dire c'est quoi l'optimum en fait entre les deux. À partir de quand j'arrête d'isoler? À partir de quand j'arrête de mettre du matériel qui coûte très cher? Donc il y a un optimum qui existe, grosso modo qui correspond aux besoins de consommation des bâtiments du passif, 15 kWh par mètre carré, etc. Je vous épargne la partie technique. Ou sur 30 ans, tous les calculs que vous faites sont rentables, quoi qu'il se passe. Parce qu'en fait, déjà, vous aurez pu à le rénover. Vous construisez bien une fois et pas 10 fois. Là, on rénove un bâtiment qui a été des années 70, qui a été rénové en 90 et qui a été rénové en 2005. On va le rénover aujourd'hui et il sera bon à faire encore dans 30 ans, quoi. C'est une aberration. Donc, comment faire tout de suite bien, en fait? On arrive sur des isolants avec des U de 0,14 dans nos régions, c'est à peu près ça. C'est à peu près, pour donner un ordre d'idée, entre 20 et 22 cm d'isolant sur les murs extérieurs. C'est pas tant que ça en plus hein, que les 14-15, hein, c'est pas monstrueux, mais c'est à peu près ça. Un petit cas concret, donc maison individuelle, qui sont pas très loin, ils sont sur le bord de la Loire, un grand sur Loire, voilà. Donc une petite maison toute simple, ossature bois, une bardage métallique parce qu'on a cherché à optimiser le coût. 3 chambres, un salon, un garage. Hyper basique, voilà. Donc on a fait l'étude de coût global là-dessus. En le simulant par rapport à une maison basique, constructeur, parpaing, isolation par l'intérieur, etc. Donc effectivement, sa maison a coûté 21 000 € de plus. Et là, c'est hyper optimisé. Hein. Je ne vous trouverai pas moins cher. Enfin, vraiment, c'est compliqué. Elle a coûté plus cher, c'est OK. Quand on fait le coût global sur 20 ans, sur 30 ans, en prenant le coût de l'énergie avec une augmentation de 4% par an par rapport à l'inflation, ce qui est largement le cas, ça vous fait gagner 48 000 €. 49 000 quasiment. Il y a un retour d'investissement qui est de l'ordre de 12-17 ans. Sur la maison individuelle, il faut être clair, à moins d'utiliser des process industriels. Voilà, il y a des industriels qui sont en train de développer des maisons individuelles en préfa, etc., qui permettent de diminuer le coût.
Mais si vous passez par un architecte, un maître d'œuvre classique, en investissement, vous n'arrivez pas à gagner. Mais même avec ça, vous gagnez quasiment 50 000 euros sur 30 ans. Et la plus-value, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce type de bâtiment, même en maison, c'est une maison où, vous n'aurez plus à la rénover, à part la peinture, vous aurez pu à la rénover d'un point de vue énergétique. On est sur du low-tech. Là, on chauffe à l'électrique. Hein. En fait, il chauffe à peu près 3-4 semaines par an. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de système compliqué. Le seul système qui reste, c'est la ventilation double flux, où il est capable de... Même moi, je suis capable de le faire, juste de changer les filtres de temps en temps. Voilà. Il paye à peu près 50 euros d'énergie par mois, pas plus. Tout compris. Hein. Compris le téléviseur et compagnie. Un cas un petit peu plus gros, là on est sur du collectif, 35 logements, qu'on a livré cet hiver, au mois de janvier. Donc 1400 mètres carrés en accession. Là on est sur un investissement complémentaire, si on ne l'avait pas fait en passif, de l'ordre de 3%. Donc déjà, 3%, c'est à peu près la marge d'erreur. Hein, quand on lance un appel d'offres, c'est à peu près notre marge. 3,7 millions. Par contre, sur 30 ans, quand on fait le calcul alors sur la maison, on a des retours, donc on sait combien il consomme. Là, j'ai pas encore les retours, pour être sincère. On l'a livré il n'y a pas longtemps. Mais quand on fait le calcul sur 30 ans, ça fait 1,3 million d'économies. Alors effectivement, divisé par 35, parce qu'il y a 35 propriétaires. Mais quand on compare 1,3 million sur 3,6 millions, c'est quasiment un tiers de budget. Et encore 30 ans, c'est pas si énorme que ça. Si vous raisonnez sur la durée de vie du bâtiment, vous économisez plus que la durée de vie que le coût initial du bâtiment. Le retour à investissement, c'est entre 4 et 9 ans. Voilà, je l'ai mis pour ce projet-là. Mais sur du logement collectif, c'est à peu près ça. Entre 4 et 10 ans. Ah oui. En coût global, donc il y a la partie construction et la partie énergie, ça on comprend bien. Il y a une grosse partie de maintenance. Alors nous, vraiment, on milite pour ce qu'on appelle le low-tech, c'est-à-dire de mettre le moins de technique dedans possible. Alors je ne sais pas de quel domaine vous êtes dans les industriels. Si vous êtes dans le domaine des équipements techniques, le seul équipement vraiment technique qui est indispensable, c'est la ventilation double flux. Et après la production d'eau chaude. Voilà, c'est deux seuls en logement. Par contre, en tertiaire, on vire tout, quoi. Enfin, voilà. Il ne reste plus que la double flux, un petit peu de chauffage électrique. On sait faire du rafraîchissement avec 10 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur sans clim, sans problème, compris dans le sud, hein, pas seulement ici. Enfin, c'est plus facile ici, il faut avouer. Hein. Pour limiter la maintenance, on parle souvent d'énergie, mais quand vous mettez des équipements techniques dedans, ce qu'on oublie de vous dire, c'est le coût de la maintenance qu'il y a derrière. Et puis surtout le remplacement des équipements eux-mêmes. Un équipement technique, contrairement à un isolant, il a une durée de vie relativement limitée, de l'ordre de 15 ans à peu près. Ça dépend, enfin je pense à une pompe à chaleur, classiquement. Entre 15 et 20 ans. Donc sur une durée longue, vous n'avez plus à les remplacer. Un centre médical social qu'on a livré, celui-là, c'est notre premier projet passif en 2014. Voilà. Donc c'est du tertiaire, en centre-ville. Là, en fait, il a coûté moins cher l'investissement que si on avait fait du tertiaire normal, enfin par rapport à leur programme initial. Tout simplement parce qu'on a supprimé. Ils demandaient à ce qu'on garantisse 25 degrés quasiment toute l'année. À part, il y avait à peu près 1,5% de temps où on avait le droit de dépasser. Voilà, donc on a supprimé la climatisation.
Là, c'est là où on a mis la petite chaudière de maison individuelle. Et pour être sincère, on aurait pu la supprimer et puis mettre du chauffage électrique direct, ça aurait été beaucoup plus simple. Si on regarde en énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour mettre la chaudière, faire toute la distribution de cuivre, etc. dans ce bâtiment-là, je remets l'image, c'est complètement aberrant par rapport à ce qu'on économise en énergie, quoi. Bon, ils voulaient absolument du gaz à l'époque, donc on a mis du gaz. Donc aujourd'hui, bon. Mais même, alors, avec les événements de ce qui se passe, même si c'est du gaz, on a quand même une consommation qui est quasiment 10 fois inférieure à un bâtiment tradi. Enfin, c'était le début du RT 2012, ça. En termes de chauffage, on diminue à peu près par 2 la consommation totale, mais sur la partie chauffage, vous divisez par 5 à 10 la consommation totale. Donc même si c'est du gaz, c'est quand même peu de gaz. Vous voyez, donc l'impact qu'il va y avoir sur la hausse du prix d'énergie, etc., n'est pas très très grave. Donc là, en investissement, ça revenait à peu près moins cher par rapport à leur cahier des charges initial. Mais là, c'est des résultats après appel d'offres, hein, c'est du réel. Sur 30 ans, on économisait à peu près 1 million d'euros de coûts de fonctionnement par rapport à du standard sur moins de 3 millions d'investissement. C'est très souvent ça. Hein. C'est à peu près entre un quart et un tiers du prix d'investissement. Et retour à l'investissement, ben, direct, hein, puisque de toute façon, il a coûté moins cher à la base. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. En tertiaire, c'est très très facile. Tertiaire industriel, etc. Bâtiment où il n'y a pas de besoin d'eau chaude, c'est très très facile d'y arriver. À votre avis, comment optimiser un bâtiment d'un point de vue énergétique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y. Je disais déjà réfléchir à l'orientation. Complètement, ouais. Ouais, c'est le premier, la conception bioclimatique. On appelle ça comme ça. Ouais. Ce projet-là, on a réussi à le faire quasiment au prix d'un logement classique, parce qu'en fait, il est plein sud. Donc et c'est à Rennes. C'était facile. Ok, autre chose? Et ça coûte rien. C'est valable pour l'hiver. Et notre boulot, vous voyez pas, mais alors déjà les balcons, quand il y en a, ils servent de brise-soleil l'été. Et ensuite, on a des brise-soleil orientables sur toutes les menuiseries. C'est-à-dire que là, on n'a pas des volets classiques de maisons individuelles. Il y a comme des vénitiens, mais à côté extérieur. Ce qui permet, de se protéger du soleil, mais quand même de voir dehors, quoi. Voilà. Donc, mais le gros du boulot, en fait, le gros du calcul, c'est comment faire aujourd'hui pour ne pas surchauffer les bâtiments. Autre chose? Allez, prenez le micro. Vous dites pour ne pas les surchauffer, mais en hiver? En été. En été? En Ouais, été. ça je suis d'accord. Ouais, en été. Non, en hiver, il y a pas. C'est simple l'hiver. Il suffit de chauffer un petit peu. C'est pour ça qu'il reste du chauffage. C'est pour compenser quand il fait, là, typiquement à Rennes, dès que vous dépassez en dessous les 6-7 degrés, vous commencez à mettre du chauffage. 6-7 degrés extérieur. C'est à peu près ça. Voilà. Donc on chauffe pour compenser le reste de la perte. Là, j'en ai visité. Il y a vraiment un site qui est génial à Carquefou, près de Nantes, où il y a tout un quartier comme ça qui a été construit comme ça. Et quand vous rentrez dans ce type de bâtiment, là, on est en isolation par l'extérieur. C'est exactement le même effet que dans les vieilles fermes. Vous voyez, vous rentrez, puis il fait frais, quoi, il fait bon, les vieilles églises. Il y a le même phénomène qui se crée dans les bâtiments passifs. On conserve la fraîcheur. Autant on conserve le chaud l'hiver, mais on essaie de conserver au maximum la fraîcheur l'été. Voilà. Parce que dans les vieilles maisons, on conserve le frais tout le temps. Hein. C'est ça. Mais la vieille maison, vous lui mettez une isolation par l'extérieur. Alors là, vous avez une inertie de folie. Par contre, les murs, ça fonctionne bien l'été, parce que dans nos climats, la nuit, il fait un peu froid. Donc les murs se déchargent leur chaleur la nuit. Sauf que l'hiver, il fait froid tout le temps. Donc en fait, le froid, il rentre. C'est pour ça que vous isolez à l'extérieur. Alors vous n'avez plus les pierres apparentes, donc
C'est le côté moins sympa. Mais par contre, c'est une climatisation naturelle. Et puis après, vous ouvrez la nuit. Enfin, c'est le réflexe du Sud, hein. Sauf que, tu vois, Vous ouvrez la nuit à condition qu'il fasse frais la nuit. voilà, c'est ça. Quand il fait chaud la nuit, Ça se calcule. Non, mais les stations météo sont très... et après, ben, c'est soit on accepte que quand il y a une canicule qui dure, un bâtiment comme ça, il a une inertie d'à peu près plus d'une semaine. Voilà. Donc si oui, pendant plus d'une semaine, il fait 19-20 degrés au petit matin, eh ben oui, la chaleur rentre petit à petit. Bon, on le voit bien, hein, ça fonctionne comme ça. Et puis, eh ben oui, à un moment donné, il fait chaud. Voilà. Donc, ce qui peut se mettre, ça se fait dans le tertiaire, on remplace les clims par des rafraîchisseurs adiabatiques qui consomment de l'eau, hein, c'est vrai, mais qui vous fait gagner 4-5 degrés par rapport à l'ambiance globale quasiment gratuitement. On ne le met pas encore dans le logement parce que c'est pas encore intégré qu'il va faire très chaud. Voilà. Et ça se vend pas ça pourrait, hein, pour une installation comme ça, il y en aurait pour 6 000 euros, quoi. Enfin, 6 000 euros. mais on consomme de l'eau. Vous consommez pas mal d'eau. Oui, on consomme de l'eau. Donc à Rennes, j'avoue, c'est pas tellement un problème. Il y a de l'eau. Hein, je suis breton. Quand c'est à Marseille, ça peut être plus compliqué. Voilà, après, ça dépend de où, quoi. Oui, ça consomme. Sur là, on est à 3000 mètres cubes heure d'air. Ça consommerait à peu près 20-30 litres à l'heure. C'est pas non plus. C'est un robinet qui coule, quoi. On vous dit de ne pas laisser les robinets ouverts. Ouais, mais si ça vous permet de supprimer la clim, le bilan, quand c'est à Rennes, ça va. Voilà. Et puis vous rafraîchissez le bâtiment, ça fonctionne vraiment très bien. Voilà. D'autres questions? Donc, c'est ma question d'origine. Je vais faire travailler un petit peu. Donc, comment optimiser un bâtiment? Il y a d'autres... Ça marche pour tout, hein, la maison, le tertiaire. Non? Ça va faire des timides. Il y a peut-être le problème des ouvertures aussi. Oui. On optimise, typiquement ici, dans nos régions, on optimise les menuiseries au sud. Ouais. Est-ouest, c'est à peu près neutre. C'est-à-dire que le bilan énergétique est à peu près neutre. Il est plus difficile par contre à se protéger du soleil pour l'été. Et on minimise au nord. Voilà. Vous allez dans le sud, vous faites exactement l'inverse. Vous minimisez au sud pour pas avoir trop. Vous en mettez un peu pour l'hiver quand même, suffisamment juste pour l'hiver, mais c'est assez facile. Et puis vous ouvrez généreusement au nord pour avoir votre terrasse à l'ombre. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que j'ai été dans le sud, on était plein soleil, génial. Ah non, c'est en plein été, c'est juste atroce. Ouais, je suis d'accord avec vous. Plein été, c'est insupportable. Mais Ouais. plein hiver, si vous avez un maximum d'ouverture au nord, vous n'avez pas de lumière et c'est insupportable aussi. Si vous êtes à Nice, vous n'avez Je pas beaucoup vous de embête soleil. là. Hein. Non, Je si fais vous, exprès. si vous êtes à Nice, c'est toujours pareil. Si Ouais. vous êtes à Nice, il n'y a pas de problème. Quand vous voyez le taux d'ensoleillement, au contraire, c'est pas forcément gênant. Et après, ça dépend de votre terrain, etc. Le passif, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est une obligation de résultat. Quel que soit votre terrain, votre orientation, le lieu. Donc c'est plus facile, effectivement, que ce soit à Lille ou Marseille, c'est la même consommation qu'on doit arriver. On doit arriver au total, je dois pouvoir vous dire, ça vous coûte tant du mètre carré en énergie. Et c'est la même somme. La différence, c'est que à Lille, je vais tout faire pour conserver la chaleur et maximiser les apports internes, enfin, de conserver. Et oui, de temps en temps, il y aura une petite surchauffe l'été, c'est pas très grave, je sais me protéger quand même. À Marseille, je vais tout faire pour limiter la clim. Voilà, l'objectif, l'été, c'est 25 degrés. Donc on les a pas tout le temps, on peut pas. Enfin, sans clim en tout cas. Et on peut toujours mettre de la clim. C'est-à-dire que je peux vous garantir 25 degrés avec une clim. Sauf qu'une clim pour 2000 m² de bureau, j'aurai 2 kW. C'est-à-dire qu'une clim de maison individuelle pour 2000 m² de bureau. Ou 2000 m² de logement.
Voilà. C'est l'idée. Je réduis les besoins en chaud et en froid. Surtout qu'on est dans des climats quand même chauds mais secs. Alors, on n'est pas en climat tropical. La petite blagounette, la première phrase, elle est vraie en plus. C'est le choix du constructeur ou du concepteur. Si vous prenez quelqu'un qui connaît le sujet, il n'y aura pas de souci. Enfin, il n'y aura pas de souci. Au moins, il n'y aura pas de surinterprétation de ce qu'il y a à faire, etc. Voilà. Donc, nous, on lutte vraiment là-dessus pour diffuser le savoir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, c'est effectivement l'optimisation bioclimatique. Donc, on s'adapte au lieu. Voilà. C'est juste primordial. Et ça coûte rien. Je vois des trucs aberrants, des façades comme ça, plein sud, et puis après, on vous balance une clim de dingue à l'intérieur. Ça marche pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça a une belle gueule à l'extérieur, mais ça marche pas. Voilà. La compacité, d'où la boîte un peu du passif, c'est-à-dire que plus c'est compact, moins il y a de rodents, de trucs qui sortent, qui rentrent, d'espace, voilà. En fait, moins vous avez de surface déperditive pour une surface identique, utile. Donc en fait, vous avez moins de déperdition, donc vous pouvez diminuer vos isolants, vous avez moins de besoin de technique, etc. Donc la compacité, c'est vraiment le truc, le numéro 2. Le bioclimatique, c'est les menuiseries aussi, hein. Voilà, ça va avec. Moi, je milite pour le low-tech, c'est-à-dire que parfois on me paye très cher pour qu'à la fin je mette des radiateurs électriques. Ça peut paraître bizarre, mais le boulot, il n'est pas de mettre une installation technique. Le boulot, il est que je vous garantisse 20 degrés dans votre bâtiment, quel qu'il soit, ou 25 l'été, et que vous ayez une consommation énergétique la plus faible possible. Et quand on peut le faire avec le moins de technique possible, c'est mieux. Enfin, c'est ma vision. Enfin, c'est notre vision. Tout un tas de vieilles techniques comme ça reviennent, c'est assez marrant d'ailleurs. Les menuiseries, c'est vraiment c'est hyper important. Plus c'est simple, mieux ça fonctionne. Et bizarrement, plus c'est compliqué à y arriver. De trouver les solutions simples, en fait. Il faut beaucoup cogiter pour à la fin faire quelque chose de simple et qui fonctionne, reproductible, etc. Des solutions complexes, tout le monde en a. Et je dis pas qu'il en faut pas, hein. Il y a des fois, il le faut. Point. Vous construisez un hôpital, il y aura des équipements techniques complexes. Parce qu'il y en a besoin. Voilà. Une maison individuelle, voilà quoi. Et ventilation double flux. Dans nos climats, on ne sait pas faire sans. Voilà, c'est comme ça. Parce que l'hiver, même dans le sud, il fait quand même froid. Et même dans le nord, il fait quand même chaud. Voilà. La preuve, hein, les Lillois, ils vont avoir 35 degrés cette semaine, quoi. C'est comme ça. Très souvent, l'idée est de dire je mets plus d'isolation, donc mon bilan carbone il est moins bon. Bon, déjà on peut mettre du biosourcé, hein, ça réduit. On adore la paille par exemple, les constructions en paille c'est vraiment génial. Avec un bilan carbone positif à la base. Mais il y a deux méthodes de calcul. Il y a la méthode, c'est vrai, réglementaire, qui est la ligne orange là. Je ne vais pas vous faire le détail, mais qui minimise vraiment l'énergie réellement consommée. Et puis avec un calcul savant de dire que dans 50 ans, ça c'est marrant, il faut que je vous le dise quand même, dans 50 ans, en fait, les problèmes de réchauffement climatique seront totalement résolus au niveau mondial, réellement. Donc en fait, le carbone que je vais émettre dans 50 ans, il aura un impact moins important que celui que j'émets aujourd'hui. Parce que comme ça sera résolu, qu'on aura tous diminué, voilà, donc par un tour de passe-passe. Donc en fait, le calcul bleu, c'est plus un calcul réaliste. Et typiquement, toutes les solutions passives, isolant, menuiserie, protection solaire, etc., ça revient au même, c'est-à-dire que c'est directement intéressant
de mettre des choses qui vont durer. L'isolant. Alors double, triple vitrage, ça dépend de où. C'est vrai dans le nord, dans l'est, à Paris. Ici, moins aujourd'hui. C'était vrai il y a encore 10 ans. Ça, c'est pour le double et triple vitrage. La rentabilité en bilan carbone, c'est 10 ans pour le triple. Plutôt à Paris, l'est et le nord. Avec la mise à jour des stations météo, c'est un peu moins vrai, j'avoue. Par contre, vous gagnez en confort. Voilà. Un petit temps. Globalement, alors si vous voulez des détails après sur de comment a été fait le calcul, etc., il n'y a pas de souci. Vous donnez votre mail et puis on vous envoie ça. Globalement, un bâtiment passif, dans tous les calculs de coûts globaux qu'on fait, systématiquement, c'est rentable entre 20 et 30 ans. Minimum. Voilà, quel que soit le coût, quel que soit le surcoût. Alors en plus aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas imaginé que ça allait augmenter aussi vite d'un coup, mais ça fait vraiment des années qu'on dit qu'on ne paye pas l'énergie au vrai prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une crise, c'est juste un réajustement du prix de l'énergie qui devrait être à ce prix-là. C'est le prix entre guillemets normal. La France, il faut savoir que l'énergie est subventionnée. Vous allez en Allemagne, vous allez en Angleterre, vous allez dans les autres pays d'Europe, ils payent beaucoup plus cher leur énergie. Et c'est pas pour l'histoire du nucléaire, hein, c'est pas ça. C'est qu'en fait, dans le nucléaire, par exemple, on ne prend pas en compte la totalité du prix qu'il va y avoir à démanteler les centrales. C'est juste nos enfants qui vont payer, et nos petits-enfants. Il n'y a qu'une seule centrale qui est en démantèlement, c'est Brennilis en Bretagne. Ça fait 40 ans qu'elle est en démantèlement. Elle n'est pas encore virée. Hein. Quand vous allez dans le site, ça fait encore tâche. Parce que ça coûte une fortune. Et ils ont du mal à le faire. Voilà. Donc un jour, on paiera ce prix-là. Tout ce qui est bilan carbone de matériaux à longue durée de vie, quel qu'il soit, même un isolant en polystyrène, pourtant je ne milite pas pour ça, hein, mais il est quand même positif. Voilà. Parce que le plastique que vous mettez en isolant, c'est vrai, hein, bon, c'est du plastique, c'est du pétrole, il va rester en place 60 ans. Voilà. Rentrez dans un supermarché, regardez tous les emballages qu'il y a là, et dites-vous que le lendemain, tous les emballages sont dans la poubelle. Et comparez au polystyrène qui est sur votre bâtiment. Il n'y a pas de problème, le polystyrène dans le bâtiment. C'est parce que c'est quelque chose qui dure. C'est un matériau c'est OK pour ça. Ce qui est le vrai problème du plastique, c'est tout ce qui est jetable, quoi. Ça, c'est une aberration. Et ça répond aux enjeux climatiques de demain. Confort d'été, économie d'énergie, bilan carbone. Je vous disais que le pays qui se développe le plus en passif, c'est l'Espagne. Aujourd'hui, il cartonne. Je suis assez envieux, j'avoue. Tout simplement parce qu'ils ont associé la construction passive, notamment pour les maisons individuelles, aux maisons de luxe. En fait, ils ont associé ça un peu à la Tesla de la voiture. C'est la Tesla de la voiture, quoi, le passif du bâtiment. Parce que, un, c'est environnemental, et deux, ils ont un vrai confort d'été. Enfin, je pourrais vous montrer des photos, c'est vraiment génial. Et dans les maisons de luxe, il n'y a pas de problème d'argent. Non, c'est vrai. Je veux dire, je forme des archis à Marseille, etc. En Corse, j'en ai formé un Corse là. Wow, t'as les baraques qu'il y a. Mais pourtant, donc il n'y a pas de problème d'argent. Et ils font pas quand même. Pourquoi? Et ça leur apporterait en plus un confort vraiment top, quoi. Donc si vous avez une maison de luxe dans le coin, je suis preneur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je sens que là-bas, ça... Moi, j'ai toujours des questions. Ouais. Est-ce qu'on peut rendre une maison passive? Une maison qui a été construite il y a 10 ans, est-ce qu'on peut la rendre passive? Et est-ce qu'on peut arriver à avoir une maison vraiment passive? Zéro facture d'énergie? Oui. Première question. Les bâtiments à rénover les plus simples, bizarrement, c'est plutôt les bâtiments des années 70. Parce qu'ils étaient carrés, bien orientés. Parce que comme c'était mal isolé, ils essayaient de maximiser les apports solaires pour avoir un petit peu plus chaud. Donc en fait, ils avaient une conception bioclimatique
pas idiotes. Voilà. Et puis comme il n'y avait pas trop d'argent, c'était des trucs assez basiques, assez simples. Dans les années 80, il y a eu un peu plus d'argent, la technique est arrivée. Et les pires à rénover, effectivement, c'est les maisons des années 90-2000. Parce que tout le monde s'en foutait, comment c'était orienté. De toute façon, on mettait une chaudière fuel et puis vas-y que je te chauffe. Et c'était bon, quoi, tu vois. Donc, plus c'est ancien, plus c'est facile à rénover, assez bizarrement. Et oui, c'est basé sur les critères pour faire du passif en rénovation sont un peu plus souples, parce que tout simplement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je ne peux pas isoler la liaison des fondations et le mur. Ouais, donc, mais c'est tout à fait possible. Ouais. En général, c'est isolation par l'extérieur, déjà. Ouais. Ouais, mais quand on a une maison qui est déjà bien isolée, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà? C'est le problème justement des normes d'aujourd'hui qui ne vont pas directement ce qu'il faudrait faire, quoi. C'est-à-dire que les premiers centimètres d'isolation sont les plus rentables au début, hein, ils coûtent les moins cher et permettent de gagner. Les derniers sont les moins rentables. C'est la colle du jour. Non, c'est pas la colle, c'est que économiquement parlant, c'est pas rentable. C'est un problème économique, c'est pas un problème technique. Vous pouvez même gagner de l'argent en enlevant votre isolation intérieure ou en le diminuant, et puis en isolant par l'extérieur, par exemple. Et ça fonctionnera très bien. Sauf qu'économiquement parlant, c'est un peu une aberration. Et puis de rajouter de l'isolation par l'intérieur, vous diminuez votre surface. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on milite pour bien faire tout de suite, quoi. D'où le bilan global qui forcément est toujours positif. Parce qu'on a pu ce genre de questions. Dans des bâtiments entre guillemets moyens, bien, hein, enfin, je veux dire, moi, je suis un peu critique par rapport à la réglementation, mais elle va quand même dans le bon sens. Le souci, c'est que vous êtes quand même obligé de mettre un gros équipement technique derrière, de clim ou de chauffage, des radiateurs, voilà. Et en fait, ça sert à rien. Il suffit d'isoler. Deuxième question, c'était... Est-ce qu'on peut arriver à du passif avec zéro facture d'énergie? Oui. C'est juste pas du tout rentable économiquement parlant. Alors, on peut produire... Pour qui? Pour nous ou pour l'État? Pour vous. Alors, non, pour les deux. C'est-à-dire qu'il y a la logique du bâtiment, la prospective, on fait du bâtiment passif positif. Voilà. La logique, en termes de rentabilité et d'environnement, c'est d'abord de diminuer le besoin. Donc c'est la logique du passif. Voilà, on fait quelque chose où il y a très peu de besoin. Et après, par contre, vous rajoutez de la production dessus, sans aucun problème. Et là, vous devenez rentable. Mais après, ne pas avoir du tout besoin de chauffage, c'est juste que pour y arriver, par exemple, là, Kermarek, ils ont 7 kg de besoin de chauffage par an. Pour vous dire, c'est en moyenne, ils vont même pas dépenser 7-10 euros par mois de chauffage. Vous voyez. Mais par contre, les derniers euros à gagner, il faudrait que je rajoute, je sais pas moi, 10-15 cm d'isolant en plus. Donc ça n'a plus de sens. À un moment donné, ça n'a plus de sens. Voilà. Et encore, on l'a hyper optimisé, quoi. Donc c'est juste qu'à un moment donné, c'est OK, il faut quelque chose. Voilà. Par contre, sur ce type de bâtiment, là vous voyez les toitures, par exemple, moi j'avais demandé à ce qu'elles soient plutôt mises côté sud. Enfin, à un moment donné, il y a des toitures en... Bon, ça c'est pas fait, mais la logique aurait été de les mettre au sud, et si demain ils voulaient mettre du photovoltaïque dessus, parce que la technologie va évoluer, les prix vont baisser, les rendements vont augmenter, vous le rendiez autonome facilement. Et à Carquefou, le quartier que je vous dis, ils ont fait du passif positif, et le quartier, à l'échelle du quartier, ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et dedans, il y a du logement, il y a du tertiaire, il n'y a pas d'industriel, il y a du logement collectif, il y a du logement individuel. Et les transformateurs du quartier ne sont pas dimensionnés pour ce que vous consommez, ils sont dimensionnés pour ce qu'ils renvoient vers la ville. C'est vers là où on va aller demain. Voilà. Et effectivement, EDF n'est pas hyper moteur. Ouais. Il y a tout un tas de résistance, ouais. C'est compliqué. Mais la logique, c'est ça, je commence déjà par économiser, c'est l'énergie la moins chère en fait. C'est celle que vous ne consommez pas. Et après, c'est facile de produire. Et si vous n'avez pas l'argent pour le faire,
Eh ben, ok, ben vous prévoyez de pouvoir le faire. Mais vous ne le faites pas, vous le ferez peut-être que dans 10 ans, 15 ans, peu importe, mais ça sera possible. Ouais, c'est la logique du passif. Et effectivement, les prospectives, c'est que ça sera une production décentralisée à l'échelle de l'Europe, du quartier, des villes, etc. C'est ce que l'Allemagne est en train de faire. Le Portugal, ils sont parmi les plus avancés, c'est le Portugal aujourd'hui. Je croyais que c'était l'Allemagne, moi. Parce que Ils sont sont- passifs depuis longtemps, l'Allemagne. Non, Non? non. Non, je parlais production. Ceux qui sont les plus avancés, c'est la production, c'est les Portugais. Les plus avancés, ceux qui progressent le plus vite aujourd'hui, c'est les Chinois. Ouais. Parce qu'ils ont un vrai souci là-dessus. Sauf que eux, quand ils construisent un quartier, si vous voulez, c'est un quartier de 700 000 habitants, quoi. Donc tout de suite, ça prend des proportions de dingue. La France, on est pas mal. On est presque devant les Allemands. Ouais. Non, on n'est pas si mal, mais c'est une niche, hein. Voilà. Mais il y a Rouen qui s'y met, Rennes s'y met. Dans l'est de la France, ils s'y sont mis. Non, il y a un vrai mouvement parce que ça marche, quoi, tout simplement. Et en termes de coût global, notamment les collectivités, etc., moi, j'arrive pas à comprendre qu'ils ne vont pas là-dedans. C'est que quand vous avez des bâtiments où vous êtes sûr de les avoir, autant une maison individuelle, bon, on peut se poser la question, c'est comme ça, quoi. Mais autant une mairie, on sait qu'elle va rester une mairie, quoi. Et un bout de temps, en plus, hein. Voilà. Donc, je sais pas. Ouais, c'est pas parce qu'on est en élection, hein, ça, je suis pas du tout là-dedans. Ok? D'autres questions? Ouais, j'ai pas mal longtemps en plus. Non? Est-ce qu'il y a Vous étiez industriel dans quel domaine? Non, je sais plus. C'est pas toi. Toi. Ok. Tiens, micro derrière toi. Un, deux. Assembleur, métallurgie. Ok, ouais. Ben, typiquement, alors, industriel, c'est vraiment l'efficacité énergétique, elle est pas tant dans le bâtiment, mais dans le process. La plupart du temps. Voilà. Ce qu'on a déjà fait très souvent, c'est se servir de la chaleur produite par le process pour chauffer les bureaux, des choses comme ça, quoi. C'est un peu con d'aller chercher de la chaleur dehors il fait -5, alors que dans votre atelier, il fait 20 degrés, et puis vous ouvrez les portes parce qu'il fait trop chaud. Voilà. C'est des solutions comme ça. Voilà, là, on prend les apports internes. Et puis après, l'efficacité énergétique, elle est très souvent dans le process. Je maîtrise moins. J'ai fait beaucoup de bâtiments industriels, donc c'est pour ça que je connais bien. Mais le process lui-même, je maîtrise moins. Mais ouais. Ok. Par exemple, tout ce qui est métallerie, etc., on fait des garde-corps avec des rupteurs de pont thermique. Dans les ITE, des trucs comme ça, pour venir se fixer. Avec des caoutchoucs. D'autres questions? Bon, j'espère que ça vous a plu. Et surtout appris des choses. Voilà, de toute façon, dans tout ce que vous voyez là, tout ce qui est solution qui permet entre guillemets, d'économiser de façon simple, c'est ce qui va fonctionner dans l'avenir. Il y aura toujours besoin de technologie, et il y en aura de plus en plus, mais on va revenir à des choses de bon sens, quoi. Ok, merci pour votre attention. Au revoir.